Les pays du Sud, les pays en développement, se voient privés de ressources financières à cause des paradis fiscaux en particulier, mais pas uniquement. Tout simplement parce que quand vous avez, ça joue surtout pour les entreprises, mais aussi pour les individus, quand vous avez une grande entreprise, une multinationale minière par exemple, qui exploite une mine dans un pays donné, pour faire sortir ce minerai, elle utilise ce qu'on appelle la pratique des prix de transfert. C'est-à-dire qu'il y a un prix qui est fixé, qui sera le prix auquel sera transférée la production vers l'extérieur. S'intercale à ce moment-là entre le pays producteur et le pays consommateur, ou les pays consommateurs, un paradis fiscal qui permet à l'entreprise de localiser, évidemment fictivement, sauf que comptablement ça a bien une existence, mais fictivement au point de vue matériel, de localiser son bénéfice. Comme le paradis fiscal ne taxe généralement pas les bénéfices ou les taxes de façon très basse, donc la création de richesse, c'est-à-dire la valeur ajoutée, en réalité, elle est localisée dans le paradis fiscal, donc sont privés de recettes à la fois le pays d'origine, c'est-à-dire le pays en développement, et puis le pays de consommation ou d'utilisation, qui peut être un grand pays industriel, ou l'OCDE, en est lui-même un petit peu privé. Donc c'est une mauvaise affaire pour tout le monde, et ce n'est même pas toujours une bonne affaire, entre guillemets, pour le paradis fiscal lui-même, puisque par définition, il ne taxe pas le bien qui a transité. Donc il y a un côté un petit peu stupide, sauf évidemment pour la multinationale qui ne paye pas les impôts qu'elle devrait payer. Le G20 a pris des décisions très, très importantes puisqu'il a recréé des listes noires ou des listes grises par rapport à une chose précise qui est la transparence et l'échange de renseignements à usage fiscal. Donc, les pays qui ne pratiquent pas cette transparence, et ils sont nombreux, ont été placés sur des listes noires et grises. On leur a donné en même temps la possibilité d'en sortir s'ils se mettaient aux normes de la transparence, c'est-à-dire aux normes de l'OCDE. Il y a un standard qui a été créé, enfin, ou mis à jour en 2005, et qui comporte des obligations très importantes de la part des pays. Le seul problème, c'est qu'il y en avait qui racontaient qu'ils avaient effectivement tout mis en ordre, et puis d'autres qui n'avaient rien fait du tout. Donc, ces listes ont permis de repérer et en même temps de pousser les pays qui ne s'étaient pas mis en ligne à le faire. Donc il y a eu ça s'est traduit par une impulsion, une pression en réalité sur des pays considérés comme de l'offshore ou des paradis fiscaux, à modifier leur législation, en particulier dans le domaine du secret bancaire à usage fiscal, et à signer des conventions d'échange de renseignements. Ce qui leur a permis aussi de sortir évidemment des listes noires ou des listes grises, ce qui a été un peu critiqué, mais il faut bien voir qu'il y a eu des progrès essentiels qui ont été faits parce qu'il y a des nouvelles conventions qui ont été signées, d'échanges de renseignements, et ces nouvelles conventions obligent les pays à répondre. Alors, on n'est pas dans l'automatique, dans l'échange automatique de renseignements, mis à part certains pays, en particulier l'Union européenne, et quelques paradis fiscaux qui ont accepté des conventions avec l'Union européenne, mais de par ces conventions, les pays en question s'engagent à fournir des renseignements sur les propriétaires réels des sociétés, parce que vous savez qu'un des grands problèmes pour se planquer en réalité, c'est il y a un propriétaire légal d'une société, et puis il y a le propriétaire réel, et on a beaucoup de mal à accéder au propriétaire réel d'une société qui est domiciliée dans tel ou tel paradis fiscal. D'autre part, les pays se sont engagés à demander, à exiger de leur propre banque, de leur propre système bancaire, les renseignements qui seront demandés par les impôts, par l'administration fiscale du pays demandeur qui recherche, par exemple, les sources des fortunes qui ont été planquées, ou des revenus qui viennent, ou
c'est la même chose pour les sociétés. Donc, il y a des exigences qui ont été portées, et quand on regarde ce qui se passe dans les faits, on voit que les législations de beaucoup de pays ont évolué, et que, par exemple, la Suisse, le secret bancaire a sérieusement reculé en Suisse. Bon, il y a cette question de souveraineté, qui n'est pas négligeable. Et puis il y a des pays qui sont vraiment très attachés. Regardez la Suisse, par exemple. Il y a une souveraineté helvétique qui est forte, qui est une assise démocratique. Donc il faut faire avec, et c'est pas toujours facile. Et puis il y a la puissance quand même il y a des lobbies quand même qui défendent, qui sont des utilisateurs de paradis fiscaux. C'est-à-dire, c'est à la fois des opérateurs, des entreprises, ça peut être des établissements financiers, ça peut être des particuliers, ça peut être des gens qui sont porteurs de certains produits financiers, par exemple sur les hedge funds, qui vont de préférence, enfin ils sont domiciliés de préférence dans certains paradis fiscaux des Caraïbes. Bon, en ce moment, il y a une directive européenne, parce que ça se joue aussi au plan européen, sur les hedge funds qui est en discussion. Les versions européennes de l'Europe sont pas très favorables aux paradis fiscaux, ce qui est bien. Ça va au moins, il y aura moins d'argent normalement qui devrait aller là-bas. Mais il y a une résistance énorme des professionnels, et en particulier de la City de Londres, contre ce genre de choses. Donc les lobbies entre guillemets, sont très, très actifs dans ce domaine, et ça se passe pas toujours de façon très ouverte non plus. Il y a quand même pas mal d'opacité dans l'action des lobbies. Bon, ça joue énormément. Il y a d'autres questions qui sont plus techniques. Le fait qu'il y ait des pays qui relèvent de la common law, c'est-à-dire les pays anglo-saxons, et d'autres qui relèvent plutôt du droit romain classique, comme la France, ça entraîne pas mal d'incompréhension. Par exemple, quand on veut s'intéresser au trust, en Angleterre, les trusts, c'est un mode assez traditionnel d'administration de la fortune. Le problème, c'est qu'il y a des déviations tout le temps, et qui sont utilisées avec un maximum d'opacité dans un trop grand nombre de cas. Donc, si on veut réglementer, il faut faire coexister une appréciation en droit romain et une autre par rapport à la common law. Donc, mais on progresse, mais c'est une difficulté technique qui n'est pas négligeable. Le gouvernement français prend des initiatives qui sont fortes, à la fois au plan national, puisque l'année dernière a été votée une disposition qui oblige les banques à faire preuve de plus de transparence dans leurs implantations, dans leurs filiales, dans les paradis fiscaux. Bon, le principe a été admis. Dans la pratique, peuvent sans doute faire un peu mieux, même nettement mieux. Mais enfin, c'est un cran qui a été engagé, le pied dans la porte. Ça c'est la deuxième chose. Ce sont des systèmes ce qu'on appelle des contre-mesures, qui sont en réalité des sanctions, ou par exemple pour les revenus qui viennent de revenus déclarés, mais qui viennent des paradis fiscaux qui sont sur la liste noire française. On a notre propre liste noire qui a été créée l'année dernière, cette année, en début d'année, pardon. Le taux de la taxation est le double du taux normal. Bon, il y a d'autres mesures qui peuvent être envisagées, qui seront probablement prises dans les prochains mois. Donc ça, ce sont des dispositifs nationaux. Sur un plan plus vaste géographiquement, évidemment, il y a à intensifier l'action au niveau européen. En ce moment, on est dans une directive épargne qui va être rénovée. La directive épargne actuelle n'est pas mauvaise parce qu'elle implique l'échange automatique d'informations, et qui concerne non seulement les pays de l'Union européenne, mais certains pays aussi qui ont signé une convention avec l'Union européenne. Par exemple, il y a un échange automatique d'informations, des gens qui trouvent ça bizarre, mais enfin surprenant plutôt, avec Caïman, par exemple. Caïman a signé un accord, et tous les ans, chaque pays reçoit une liste des gens qui ont des comptes à Caïman.
Bon. Euh, mais ça porte que sur certains produits financiers, et puis ça pourrait être effectivement plus élargi. Et c'est ça l'objet aussi de la future directive épargne, parce que si on ne fait pas les choses au niveau européen déjà de façon homogène, après ça il faut le faire au niveau mondial, mais bon, il faut que ça se fasse au niveau national, européen, mondial, et de façon évidemment coordonnée. Il y a des points particuliers qui vont aussi dans le sens de la transparence et sur lesquels nous battons. C'est celui de la référence pays par pays, ce qu'on appelle en anglais le reporting pays par pays, c'est-à-dire demander, ça concerne surtout évidemment les entreprises, et plus spécialement les multinationales, exiger d'elles qu'elles publient le détail financier en particulier et fiscal de leurs activités, de leurs implantations à l'étranger.